Isabelle, Olivier, j'ai un objectif, c'est que les personnes qui nous écoutent n'aient pas l'impression que c'est, sur le plan juridique, un enfer. Il y a deux sujets, en fait, j'aimerais que vous ouvriez un peu plus. C'est la chaîne de responsabilité, qui porte le risque. Alors, on sait que Microsoft, par exemple, a communiqué sur le fait, sur les risques d'atteinte à la propriété intellectuelle, il porte le risque. C'est vrai ou pas? C'est une des questions. Et puis, le deuxième sujet, c'est évidemment les droits d'auteur, le copyright. Est-ce que ces risques-là sont totalement évacués ou est-ce qu'ils sont encore encapsulés dans les modèles? Très bien. Alors, si vous voulez, on va d'abord commencer par la partie, comme tu l'as dit, sur la partie propriété intellectuelle. Donc, sur la partie propriété intellectuelle, il faut se rappeler, les LLM doivent respecter la propriété intellectuelle. Ça va mieux en le disant, en tout cas, c'est écrit clairement. Propriété intellectuelle, c'est une directive européenne et derrière, elle est transposée en droit français. Étienne rappelait tout à l'heure l'origine du droit d'auteur. Jean-Augustin Caron, baron de Beaumarchais. Par rapport à ça, ça pose quelques questions. Notamment, aujourd'hui, en fait, si jamais vous avez eu la curiosité d'aller regarder sur Internet, notamment par exemple sur la partie images, en général sur la partie gauche, vous avez un certain nombre d'items autour des licences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Olivier ? Tout à fait. On a un code de la propriété intellectuelle en France qui est tout à fait fourni. Dans le monde occidental, on partage à peu près les mêmes valeurs, y compris aux États-Unis. Et de ce fait, effectivement, on retrouve un problème entre guillemets de propriété à chaque fois. Donc, si on garde bien les 3 étapes pour un système d'IA, on a les données d'entrée. Donc, comment est-ce qu'on fait son jeu de données pour alimenter l'outil, les données d'entraînement, c'est-à-dire ce qu'on met dans la machine, et le résultat de sortie, ce qu'on appelle l'output en anglais. Input, algorithme, output. À ces 3 étapes-là, on a des problèmes de propriété intellectuelle. Bien évidemment, c'est au moment de la constitution du jeu de données où on a un gros problème. Est-ce que les données qu'on va capter sont des données qui sont libres ou est-ce que y a des auteurs déjà, est-ce qu'elles sont protégées, etc. On a 2 problèmes. On a la propriété intellectuelle et RGPD. Évidemment, si on utilise... Une question qui dit, je vous coupe pour pouvoir la prendre, est-ce que finalement, l'application de la IAC, c'est pas tout simplement le RGPD au carré en termes de complexité? Non, ça Par contre, ça rajoute une couche de complexité, c'est exactement ce que j'allais dire, Étienne. Si on utilise des données personnelles pour faire un système d'IA, ce qui va être bien sûr le cas, à ce moment-là, on a la double peine, si je puis dire. On doit appliquer RGPD, donc la finalité, la base légale, etc., le traitement des données, et on doit en même temps respecter l'IACT. Et effectivement, c'est ce qu'on disait précédemment, tout va dépendre du rôle qu'on a dans la chaîne de valeur. Est-ce qu'on est provider, est-ce qu'on est utilisateur ou déployeur, est-ce qu'on est importateur ou exportateur? Et en fait, la responsabilité, c'est surtout sur le fournisseur, la personne qui va créer, qui va développer le système, c'est sur lui qui a le maximum d'obligations et de surveillance. Voilà. Un petit point peut-être également sur les bases de données. Il faut faire attention. La création d'une base de données ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit sur une base de données. Par exemple, l'open source, tout le monde pense que l'open source, c'est gratuit, tout le monde a accès. Non, pas du tout. Si vous créez une base de données dite open source, il y a quand même une licence qui va avec. Et donc, on peut tout à fait avoir une usurpation de données parce qu'on va aller chercher des données qui sont en fait protégées et on n'a pas vérifié ça. Moi, je le sais, Olivier, parce que pour travailler dans le groupe Capgemini, je vais te dire un secret, il faut faire une formation obligatoire sur les droits de propriété intellectuelle et ça fait partie des questions auxquelles, si on ne sait pas répondre, on ne peut pas finir son année dans le groupe. Donc, impressionnant. C'est dans nos formations obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs. Et peut-être, si je peux me permettre, sur le sujet des licences, en fait, on a de la réutilisation, même si on a le droit de les réutiliser parce que c'est gratuit. En fait, vous avez des réutilisations qui peuvent être à usage commercial ou non commercial. Ça va poser sans doute quelques questions. Il y a une autre question aussi que je voudrais te poser, c'est le web scrapping, puisqu'en fait, globalement, les données qu'on va retrouver dans nos chats GPT, ils ont été faits en raclant un peu le fond des océans d'Internet. On a le droit? C'est légal? C'est éthique? Comme toujours, bien sûr que non. Le web scrapping, pour expliquer ce que c'est, on va chercher, on va copier, on va pomper, excusez-moi du mot, télécharger plein de données, même quasiment une donnée complète. À ce moment-là, c'est la même chose. Vous avez 2 problèmes. Un problème, les conditions générales de la base de données. On n'y pense jamais. Mais il y a bien des conditions générales qui règle la vie de cette base de données. Si vous allez sur le site Amazon, vous n'avez pas le droit de pomper toutes les données Amazon, évidemment. Premier problème. J'ai une question vache. Oui. Pardon, mais... Non, mais on y va. Si je déploie un modèle d'IA dans Excel, oui. Quelle est la responsabilité de Microsoft? Alors, il faut être très clair avec ça, parce que c'est un problème qui va être récurrent. En fait, c'est l'usage du système d'IA qui est important. C'est vraiment... Il y a l'approche par les risques qu'a expliqué Isabelle, qui est très importante, et l'usage... et l'approche par les usages. Quel usage vous faites de ça? Et je vous le rappelle, c'est déjà ce que j'ai dit. Si vous enfreignez les lois fondamentales de l'UE, les droits des individus, là, vous avez un problème, évidemment, et voilà. Deuxième question vache.
mais qui, je pense, à laquelle tu viens de répondre, mais je la repose quand même. Allons-y. OpenAI, dans leur dernière keynote de novembre, a annoncé une assurance légale sur l'utilisation de leur outil, avec prise en charge des conséquences juridiques. Est-ce que cela dispense de se préoccuper de l'AI Act? Non, absolument pas. Pas du tout. La certification répond en partie à la réglementation. On peut être conforme à la réglementation en utilisant une norme ou un label, c'est tout à fait une bonne chose. Par contre, ce cas de figure, non, absolument pas. Donc il vaut mieux aller voir l'AFNOR que OpenAI ou un autre certificateur. Il faut se conformer à la réglementation en tout cas. Surtout pour rebondir là-dessus, vous achetez un couteau avec norme CE, bon, vous êtes rassuré sur le fait que votre couteau, quand vous allez l'utiliser, a priori, va pas se détériorer. En revanche, vous utilisez le couteau pour tuer votre voisin, le couteau, enfin celui qui vous a fourni le couteau, lui va être dispensé de responsabilité. Vous, en revanche, un peu moins. Très clair. Alors, très clair. Un petit point également sur les données d'entraînement, c'est-à-dire que quand vous rentrez les données dans la machine, elle va tourner. Mais imaginez que vous agrégiez. Alors, vous avez fait votre travail, vous avez regardé, c'est des données qui sont protégées, vous avez payé des droits, vous avez le droit d'utiliser ces données. Si vous agrégez d'autres données que vous ne maîtrisez pas, ou même les données qui vont être créées par l'outil, peuvent générer des données qui ne sont pas forcément protégées. C'est vraiment un problème très complexe, et je ne parle pas des données de sortie, où là, effectivement, non seulement vous avez les problèmes de propriété, vous avez les problèmes d'hallucination ou de biais qui vont pouvoir apparaître à ce moment-là. Peut-être encore un point pour toi, et après, Olivier. On passe aux questions-réponses. Je gère le temps, on est pile poil bien. Alors, à ce moment-là, je m'arrête sur la propriété intellectuelle, même si on pourrait se poser si dans nos domaines, le code qui va être produit par les intelligences artificielles, est-ce qu'il sera soumis à propriété intellectuelle? Je vous laisse pour l'instant. Dans les formations obligatoires du groupe Capgemini, il y a marqué qu'il y a une propriété intellectuelle sur le code. On peut le breveter, bien sûr. Produit par toi ou moi. Enfin, moi, je vais avoir plus de mal, mais produit par une intelligence artificielle, vu qu'il n'y a pas deux personnes légales associées à la personne intelligente. Alors, attention, pour l'instant, la réglementation est très claire. Il faut que ça soit fait par un être humain. Mais le problème, est-ce qu'un être humain va créer... Si on utilise l'IA pour créer quelque chose, mais qu'on amène sa patte artistique, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on attend beaucoup des jurisprudences à venir, parce que ça va vraiment être au cœur de ces problèmes d'IA. Alors, je crois que tu voulais qu'on évoque peut-être un dernier sujet autour des rôles et responsabilités des uns des autres. Exactement. Donc, première question. Une slide, je pense qu'elle est très importante. Tu as commencé à en parler. On a globalement plusieurs acteurs. Il va y avoir donc celui qui va écrire le code à la base, celui qui derrière va l'utiliser dans le cadre d'un système plus global, ceux qui vont faire les prompts. Comment est-ce que tout ça doit se mettre en œuvre dans une entreprise? Alors déjà, il faut être très clair, quand on parle d'utilisateur ou de déployeur, je suis désolé, c'est le mot qui a été utilisé par le législateur, c'est pas l'utilisateur final, hein, attention, c'est on utilise le système d'IA dans un but. Hein. Il faut faire attention à ça. Dans ce cas-là, la responsabilité, comme j'ai dit, elle est maximum sur la personne qui va créer le système d'IA, qui va devoir s'assurer beaucoup de vérifications. C'est là où les obligations sont maximales. L'utilisateur, néanmoins, ou le déployeur, doit quand même effectuer certaines vérifications. S'assurer que la finalité qui était initiale est bien respectée quand lui, il va l'utiliser. Donc, c'est vraiment un jeu très difficile. Ce que je vois, c'est que pour se conformer à ça, il va falloir, c'est ce qu'on a dit d'abord, faire un inventaire des systèmes d'IA et après voir quel rôle on a dans la chaîne de valeur, y compris en interne d'ailleurs, avec des filiales ou des entités qui sont à l'étranger par exemple. C'est un exercice pas facile. Et mettre en place une gouvernance. Ça me paraît Alors évident. Olivier, je continue parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont connectées qui ont envie, je pense, d'utiliser comme juriste pour leurs problématiques. Donc, je prends leurs questions. Quid de l'impact du data sharing sur le data sharing par l'entrée en vigueur du Data Act sur les obligations d'entrée du AI Act? Le sujet, c'est est-ce que l'AI Act va remettre en cause le partage des données? Non, absolument pas. Le data sharing, si ma mémoire est bonne, hein, c'est pas ma spécialité, mais je crois que ça concerne pas les données personnelles, etc. C'est plutôt les données à un autre niveau. Mais bon, mais en tout cas, la réponse est non. D'accord. Question vache, vous avez le droit tous les deux, mais je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Mais je la prends parce qu'elle est intéressante. En matière de création artistique, l'inspiration appuyée est-elle une infraction? C'est une question pour Beaumarchais, ça. C'est en fait effectivement toute la question. On a eu notamment un cas là, relativement récemment d'une artiste qui a produit une bande dessinée. Sa bande dessinée, elle l'a imaginée dans sa tête, donc elle a créé derrière l'histoire. Et puis ensuite, elle a voulu utiliser l'IA pour créer les bulles. Et donc, premier sujet où elle veut déposer justement
brevet ou son droit d'auteur, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, et donc reconnu l'intégralité de l'œuvre de sa BD comme soumise au droit d'auteur. Et puis ensuite, jurisprudence, qui dit, finalement, en fait, la première partie, la partie intellectuelle qu'elle a mise donc dans la création de l'histoire, oui. En revanche, les bulles qui ont été créées avec la machine posent question. Là où on pourrait se poser la question, c'est que, en fait, tout dépend de la qualité du prompt et de à quel point, quand je dis qualité du prompt, le prompt va être lié à une création personnelle originale. C'est-à-dire, si vous écrivez juste un prompt homme-femme, bon, bah ça, à la limite, la partie originale reste relativement minimale. Si en revanche, vous avez un prompt très particulier qui va faire que l'output personne d'autre va pouvoir le reproduire, là, à mon avis, la question risque de se poser.